Cet après-midi, je vous raconte un lieu chargé d'histoire, souvent belle, mais pas uniquement. Un hôtel luxueux et la vie qu'il est témoin à l'origine pour le maître des lieux. Ou la véritable histoire de Ritz, le palace parisien de César Ritz, justement. Qui est le père de Ritz ? Comment a-t-il transformé l'hôtel de Grammont en l'un des plus luxueux 5 étoiles de Paris ? Quelles célébrités ont fait du Ritz un lieu de légende ? Et pourquoi l'Évian est à 13 € au Ritz Bar ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes place Vendôme à Paris. En cette soirée du 1er juin 1898, un homme est posté à l'entrée d'un hôtel, et pas n'importe quel hôtel, c'est le sien qu'il s'apprête à inaugurer. La quarantaine bien avancée, petite taille, front large et dégarni, moustache à l'anglaise et costume sur mesure, il a tout méticuleusement préparé dans les plus intimes détails. Mais il n'a pu empêcher la pluie de tomber sur la capitale. Et donc, sur les auvents de l'entrée sous lesquels il attend nerveusement ses premiers invités. Et s'ils ne venaient pas ? La pluie s'estompe peu avant la soirée, mais pas l'angoisse du grand hôtelier. À l'issue des travaux d'envergure et l'investissement de sommes colossales par tous ceux qui ont cru en lui, l'enjeu est immense. César Ritz n'a pas le droit à l'erreur. Ah, les voilà enfin. Peu à peu, le hall, les salons, puis le jardin à la française se remplissent de convives. De somptueux bouquets de pivoine blanche se mêlent aux toilettes des femmes et aux plumets de leurs chapeaux. Les invités passent sur la terrasse psyché qui mène au salon d'été. De grandes plantes exotiques ornent les alcôves. Ah, décidément, tout est parfait, comme toujours avec M. Ritz. La musique de l'orchestre ouvre le bal, tandis que les serveurs jaillissent des cuisines avec les premiers amuse-bouches. Là, regardez, la marquise de Breteuil en pleine conversation avec Madame Jules Borges. À elle deux, elle dicte la mode parisienne. Et là, n'est-ce pas Lady de Grey entourée de la fine fleur de la société londonienne ? Tiens, voilà Miss Corey et ses amis américains. Tous les grands noms de la finance sont là, les Hirsch, les Morgan, les Rothschild. Et voilà que vient d'entrer dans le hall en grande tenue un habitué des plus élégants plaisirs de Paris. Le prince Aga Khan, il est le premier à prendre une chambre à l'hôtel de Ritz. Tant de noms et de visages aujourd'hui disparus, mais qu'un homme a su faire vivre pour toujours. Oui, un homme qui est présent ce soir-là et qui se mêle discrètement à la foule, observant tout d'un œil acéré. Il s'agit d'un jeune auteur mondain encore méconnu, du nom de Marcel Proust. De sa plume, il figera pour l'éternité les portraits de ces hommes et de ces femmes, celui de toute une époque aussi, dont l'intuitif César Ritz fut également le témoin, et d'une certaine façon le fabricant. Car c'est bien d'un créateur que nous parlons aujourd'hui, un précurseur d'un art de vivre moderne, Monsieur Ritz et son chef-d'œuvre éponyme, son palace en somme, où je vous emmène gratuitement cet après-midi. Nous parlons de Ritz et du Ritz, l'homme et le palace. Commençons par le plus âgé des deux, le monument du 15 place Vendôme, dans le 1er arrondissement de Paris. Dessiné par l'architecte Mansart, sa façade à la fois imposante et discrète s'intègre avec harmonie à l'ensemble architectural voulu par Louis XIV. Dès l'achèvement des travaux en 1699, cette place royale est un lieu destiné à recevoir les princes et les ambassadeurs, sans se douter que quelques siècles plus tard, elle accueillerait un homme aux antipodes de ce monde-là. Oui, il est l'autre personnage de ce récit. Allons, jusqu'aux années 1860, à des centaines de kilomètres de la capitale. Nous voici en amont d'une bourgade égarée, perchée dans le Haut-Valais suisse. Un enfant d'une dizaine d'années surveille les troupeaux de chèvres de ses parents. C'est à cela qu'il passe tout son été. Petit dernier d'une modeste famille paysanne de 13 enfants qui pourrait se douter que lui, César Ritz, est destiné à être le créateur de l'un des palaces les plus célèbres au monde. Personne n'oserait imaginer un tel destin à ce garçon. Personne, sauf lui seul peut-être. En observant la cime des montagnes, le petit César songe à une autre vie. À 14 ans, il devient apprenti sommelier dans une auberge du coin. Mais il est vite renvoyé car il casse trop le matériel. Et vous allez rire, son employeur lui conseille de ne pas faire carrière dans l'hôtellerie. Il n'en fallait pas moins pour l'encourager. César est têtu, ambitieux et probablement déjà un peu mégalomane. Peu de temps après, on retrouve le jeune montagnard à Paris lors de l'exposition universelle de 1867. Il est alors âgé de 17 ans et il enchaîne les petits boulots dans les restaurants de la ville.
Menant une vie dissolue, il noue une aventure avec une aristocrate russe qui lui inculque bien vite le goût du luxe et du savoir-vivre. Et il commence à se faire remarquer. Malgré son accent rocailleux, malgré son apparence trapue et ses mains de paysan dont il est le premier à rire, le voilà en peu de temps devenu un jeune homme raffiné. César Ritz se fond merveilleusement dans le décor de la bonne société de son temps. Pressé, il force une à une les portes d'un monde censé lui être fermé. Le voilà désormais serveur au restaurant voisin, c'est son nom, un établissement réputé dans le tout Paris. Ce costume lui sied à merveille. Son côté snob, mais aussi la qualité de son service séduisent les clients. Parmi les habitués, on compte Adolphe Thiers, Léon Gambetta, Sarah Bernard, qui deviendra d'ailleurs son ami. Pour les frères Goncourt, à la langue bien pendue, ce jeune Suisse est le garçon idéal. Les nantis y viennent alors dîner en compagnie de dames du demi-monde. Jamais les épouses de ces messieurs ne poseraient un pied dans de tels établissements, au grand regret de César Ritz. Quant aux hôtels, dans les années 1870, ils n'existent pas encore sous la forme que nous connaissons. Mais le milieu est en plein essor. Les lieux huppés de la vieille Europe se métamorphosent et accueillent de plus en plus de touristes étrangers, hiver comme été. Et César Ritz se débrouille pour en être. Il travaille dans tous les lieux de villégiature en vogue à cette époque et il se fait repérer partout où il passe. Habitué à la transhumance des troupeaux de ses parents, il vagabonde d'hôtel en hôtel, suit les pérégrinations de ses riches clients dont il s'est fait le fidèle serviteur. On le retrouve tantôt sur la Côte d'Azur, tantôt au bord des lacs italiens ou des villes d'eau d'Europe centrale. César Ritz est jeune, il travaille d'arrache-pied et le reste du temps mène une vie festive, et il faut bien le dire, quelque peu débouchée. À 30 ans, Ritz obtient une place dans un grand hôtel suisse à Lucerne. On lui a confié la tâche de le dépoussiérer de fond en comble, du sol au plafond, tâche à laquelle il s'adonne avec passion. Adieu les vieux salons vides à l'odeur de renfermés qu'il fait repeindre et redécorer en leur donnant un grand coup de neuf. Au début des années 1880, au fil de ses voyages, César Ritz fait 2 rencontres décisives. La première avec celle qui deviendra son épouse, Marie-Louise Beck, la nièce des propriétaires du Grand Hôtel de Monte-Carlo, où il occupe le poste de directeur. La seconde avec un jeune cuisinier talentueux, du nom d'Auguste Escoffier. Tout comme l'ambitieux hôtelier, Escoffier se veut à l'avant-garde. Il souhaite réinventer la gastronomie française sous la forme d'une cuisine plus raffinée, plus élégante et plus ouverte aux femmes. À eux deux, ils s'apprêtent à relancer l'hôtel Savoy à Londres, premier palace d'envergure moderne dont César Ritz vient d'être appelé à prendre la direction. Là-bas, le binôme Ritz-Escoffier fait sa première mue et développe ce qui s'apparente déjà à une marque de fabrique. À présent, César Ritz peut tout se permettre. Son style est reconnu et admiré. Comme il semble loin l'enfant des hauts alpages suisses, là où Ritz va, j'irai, dira le festif prince de Galles, appelé à devenir un jour le roi Édouard VII d'Angleterre. Au faîte de sa gloire, César Ritz se prend à rêver à la création de son propre hôtel, un établissement modèle qu'il pourra créer de toutes pièces à son image, un chef-d'œuvre à la hauteur de son ambition en somme. Il s'appellera le Ritz. C'est de son propre nom que César compte baptiser l'hôtel de ses rêves, un peu comme un artiste qui apposerait sa signature au bas de son œuvre. Mais l'hôtelier n'arrive pas à arrêter son choix sur le lieu de sa future création. En 1896, c'est le bon. Il visite l'hôtel de Gramont, place Vendôme. Arrivé au pied du somptueux escalier d'honneur en marbre blanc, c'est le coup de foudre. Le lieu est aussitôt acheté avec l'aide de ses amis milliardaires. Les travaux commencent à des coûts faramineux. Pour le Ritz, César veut ce que l'on fait de mieux. L'exigence est celle d'un confort absolu et d'une hygiène moderne, mais dans l'élégance et le respect du style des lieux d'origine. Ritz écume les musées du pays à la recherche de modèles de meubles anciens dont il pourra s'inspirer pour le mobilier de son petit Versailles. Les commandes sont passées chez Christophe pour l'argenterie, chez Baccarat pour la verrerie, chez Rouff pour le linge de table. À ceux qui lui reprochent ses dépenses, il répond « Le meilleur n'est pas trop beau ». Mais par-delà le classicisme de l'apparat, César Ritz souhaite un hôtel à la pointe de la modernité. Par exemple, il veut être le premier à éclairer chaque chambre à l'électricité. Mais pour que cette lumière n'agresse pas ses futurs clients, l'hôtelier cherche pendant des mois la couleur idéale des abat-jours. Jugeant que c'est finalement la nuance abricot rosé qui sied le mieux au teint de son épouse, il opte pour cette couleur qui aujourd'hui encore est restée celle du linge de bain de l'hôtel. Et les salles de bain, justement, voilà une autre nouveauté. Autrefois, dans les grands établissements,
où César Ritz avait travaillé, on en trouvait tout au plus une ou deux par étage, d'où les va-et-vient des loueurs de baignoires dans les couloirs qui le dégoûtaient. César Ritz opte pour une salle de bain par chambre. De spacieuses baignoires en grès sont installées et l'hôtelier vérifie qu'elles ne présentent aucune aspérité, même minuscule, susceptible d'incommoder ses futurs clients. Il fait aussi le choix d'installer un poste téléphonique dans chaque chambre. Quant au vieux parquet grinçant, il est recouvert de moquettes, sans parler des ascenseurs à tous les étages. Bref, l'hôtel moderne est en train de naître, mais de la tête d'un seul homme. Son épouse Marie-Louise le seconde dans toutes ses décisions. Son avis compte beaucoup pour l'hôtelier qui se veut à l'écoute de sa clientèle féminine. C'est elle qui a l'idée d'installer les coiffeuses dans les chambres plutôt que dans les salles de bain, de placer des lumières et des tiroirs dans les penderies. Tout est réfléchi jusqu'aux dernières finitions. Dans les salons de rez-de-chaussée, sous les accoudoirs des fauteuils, les Ritz ont l'idée d'installer de discrets crochets afin que les dames n'aient pas à porter leurs sacs sur leurs genoux le temps du repas. Et dans le hall, pour éviter que leurs robes de velours ou de soie ne s'abîment sur les fauteuils canés, ils imaginent un siège réversible dissimulant un coussin. On frise parfois la maniaquerie, mais le diable est dans le détail et la magie ainsi opère. César le sait, avec ce palace, il est au sommet de son art. Au printemps 1898, l'ouverture est proche. Les recrutements ont commencé voilà un an déjà. Les employés ont été triés sur le volet. Ritz a embauché d'anciens collègues, ce que l'hôtellerie européenne fait de mieux. Le caissier vient de Monte-Carlo, le directeur du restaurant de Lucerne, le chef de réception de Rome. Aux cuisines, bien sûr, il a choisi le meilleur, son ami Augustin Escoffier, avec pour l'épauler de jeunes chefs débauchés dans les cuisines des plus prestigieuses ambassades. Ritz inculque chacune de ses lubies à ses employés, jusqu'à ce qu'elles deviennent des automatismes. Personne n'échappe à ses avertissements, pas même les employés du service d'étage. Ritz fait répéter, puis répéter encore le grand ballet dont il est le chef d'orchestre. Rien ne doit dépasser, tout doit être parfait, presque chorégraphié. Le maître des lieux veille sur chacun, arpente les couloirs, les offices, les cuisines. Il est partout à la fois. Le restaurant est l'un des cœurs de l'hôtel. Sa place est primordiale. Les menus allégés se veulent à la pointe du raffinement et de l'élégance. Les caves se remplissent des meilleurs crus. Le caviar de la maison Pétrosian, cet aliment encore méconnu en Europe, apparaît pour la première fois sur la carte du Ritz. Des recettes innovantes aux noms enchanteurs sont proposées par Escoffier. Cuisses de grenouille servies froides, rebaptisées nymphes à l'aurore pour ne pas effrayer les Anglais. Que d'écrevisses à l'américaine, farandole de dessert signature au nom d'illustres femmes du moment. Pêche Melba, poire belle Hélène, fraise Sarah Bernard. Tout est fin prêt pour le grand jour de l'inauguration, sans doute le plus important dans la vie de César Ritz. Tout est impeccable, ou presque. Le matin même, alors qu'Escoffier et son armada de cuisiniers s'activent déjà autour des fourneaux pour le dîner du soir, Ritz s'aperçoit avec horreur que les tables du restaurant sont trop hautes. Sous une pluie battante, il part en urgence chercher le menuisier, qui s'empresse de raccourcir les pieds avant l'arrivée des premiers invités. Nous sommes le 1er juin 1898, presque à l'aube du XXe siècle, et le palace le plus moderne et le plus luxueux de son temps ouvre enfin ses portes. Rapidement, le Ritz attire tous les grands de ce monde et ne s'est jamais aussi bien porté. Mais pour son propriétaire, c'est une toute autre histoire. Les frasques de ses jeunes années le rattrapent. César Ritz souffre de la syphilis. Bientôt atteint de délire à partir des années 1905, Ritz aperçoit des ombres se profiler sur les murs de son hôtel qu'il prend pour des silhouettes humaines. Pour mettre en fuite ses hallucinations, il leur jette ce qu'il trouve sous sa main. Son épouse et ses associés, effrayés à l'idée qu'un client puisse assister à de telles scènes, le mettent à l'isolement dans ses appartements privés. Plongé peu à peu dans une apathie totale, il est transféré dans une clinique privée à Genève. La Grande Guerre empêchera sa femme et ses enfants de lui rendre visite, et le 26 octobre 1918, à l'âge de 68 ans, 20 ans après l'ouverture de son palace, César Ritz s'éteint seul dans le pays qu'il a vu naître. Lui qui, de ses mains et des années durant, avait façonné le grand monde. Dès la fin de la guerre, le Ritz, transformé pendant le conflit en hôpital militaire de la Croix-Rouge, retrouve ses clients. Depuis que Proust y a fêté en 1919 son prix Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le restaurant attire les gens de lettres. Colette, Jean Cocteau, James Joyce ou Paul Morand deviennent des habitués du palace, mais pas autant que Proust lui-même. Dès que sa santé le lui permet, il vient y dîner le soir en manteau de fourrure. Le maître d'hôtel, Olivier, lui inspira l'un de ses personnages,
et le place à sa table habituelle d'où l'écrivain observe ceux qu'il transfigurera ensuite dans son roman. Dans les années 1920, l'alcool coule à flot, sauf en Amérique, où il est prohibé. Afin d'attirer au Ritz ces nouveaux riches du Nouveau Monde, le conseil de direction de l'hôtel a l'idée d'isoler un espace du rez-de-chaussée décoré de peintures art déco. Le premier bar du Ritz vient d'ouvrir ses portes. Son barman, Frank Meyer, devient un incontournable des lieux. Avec son lorgnon et sa raie au milieu, il est passé maître dans l'art du cocktail. Il invente pour le roi d'Espagne un mélange de champagne, de cognac et de fraises. Et pour le jeune Hemingway, il crée le fameux Bloody Mary. L'écrivain a découvert les lieux par le biais de Fitzgerald, qui s'y rend aussi souvent que lui, depuis que les soirées jazz ont remplacé les valses d'autrefois. Un soir, subjugué par la beauté d'une cliente, l'auteur de Gatsby le Magnifique lui fait porter un bouquet d'orchidées aussitôt renvoyé à l'expéditeur. Devant ce camouflet, l'écrivain éméché regarde fixement la belle inconnue et mange pétale après pétale, chacune des fleurs du bouquet. Sous les yeux médusés d'Hemingway, la jeune femme revient sur sa décision et finit par lui donner le rendez-vous que Fitzgerald espérait. Décidément, au Ritz, les années folles portent bien leur nom. Mais le grand hôtel de tous les plaisirs n'est pas épargné par l'époque qui vient. La crise des années 30 éloigne sa clientèle internationale. Le soir, pour ne pas perdre la face, la direction du palace fait allumer les suites inoccupées qui donnent sur la place Vendôme. Quelques années plus tard, sous l'occupation, en guise de porteurs et de voituriers, 2 sentinelles armées se retrouvent désormais à l'entrée de l'hôtel. Le restaurant est envahi d'officiers allemands en uniforme et de hauts dignitaires nazis. On dit pourtant que le palace aurait abrité des aviateurs alliés et des juifs que les membres du personnel cachaient dans des pièces secrètes ou dans les chambres de service. La célèbre couturière Coco Chanel, qui vit au Ritz depuis quelque temps, a pris pour habitude, pendant les alertes, de descendre dans les abris anti-aériens de l'hôtel, accompagnée d'un serviteur portant son masque à gaz sur un coussin de satin. À la libération de Paris, le 25 août 1944, Hemingway, selon une légende qu'il raconte lui-même, débarque en jeep place Vendôme, vêtu de son uniforme de correspondant de guerre. Il annonce qu'il vient libérer personnellement le Ritz et son bar bien-aimé. À présent, c'est au tour de l'armée américaine de libération d'occuper l'hôtel. Le général Eisenhower dort dans la suite impériale qu'occupait autrefois Göring. Coco Chanel, quant à elle, a conservé sa suite du dernier étage. Le Ritz est devenu sa maison et elle ne le quittera plus. La célèbre couturière s'y éteindra en 1971. À la croisée des années 70 et 80, le Ritz a pris un sérieux coup de vieux. C'est un hôtel sur le déclin. Mohamed Al-Fayed, un homme d'affaires égyptien, lui aussi parti de rien comme son illustre créateur, rachète le palace en 1979 et devient le 5e successeur de César Ritz. Et dès lors, l'aventure du Ritz continue. Les chambres sont restaurées à l'identique. Dans les sous-sols, des espaces sont aménagés pour accueillir une piscine et même un club de nuit. Nous voilà proches de l'an 2000. César Ritz est mort depuis longtemps. Et lui, qui voulait son hôtel toujours à la pointe de son temps, aurait certainement approuvé ces changements. Le Ritz n'a pas raté son tournant. Le voilà prêt pour le siècle qui vient. Près de 125 ans ont passé et le Ritz n'a pas bougé place Vendôme. Avec ses 5 étoiles, il n'a pas pris une ride, au contraire. Par son audace, César Ritz a révolutionné la profession et ouvert la voie à ses successeurs qui lui doivent beaucoup. Visionnaire, il a poussé le sens de la perfection jusqu'à l'obsession, une forme de lubie poussée à l'extrême mais sans laquelle le Ritz n'existerait pas. Aujourd'hui, les habitués du lieu marchent dans les pas de ceux qui, si nombreux, ont peuplé autrefois ces mêmes couloirs. Ils déambulent dans ce fragment à la recherche du temps perdu qui bruit, qui frémit, de tous ces clients d'autrefois dont on croirait entendre les murmures. Lorsqu'ils passent les portes du palace, les clients d'aujourd'hui sentent qu'ils pénètrent dans un lieu de légende, un antre de souvenirs. Notre invité Claude Roulet a eu la chance et le bonheur d'y travailler pendant 25 ans. Il fut à la fois le témoin et l'acteur de son épopée féerique. Il a fréquenté nombre de ceux célèbres ou anonymes qui ont façonné le Ritz. Il nous dira si, aux heures les plus silencieuses, on entend encore les lointains murmures de ceux qui ont vécu, dormi, aimé, dansé, entre les murs de cet hôtel mythique et chargé de tant de présence. Parmi elles, une princesse au doux sourire, un sourire qui habite encore l'ancien employé du Ritz, s'échappant à minuit par une porte dérobée au bras de son amant, un soir de la fin août 1997. Le fils du propriétaire de l'hôtel, Dodi Al-Fayed, et la princesse de Galles, Diana, fuyant tous deux vers leur tragique destin que l'on connaît.
Alors réveillons encore une fois la mémoire de cet hôtel qui a tant vu et tant vécu, comme le suggère notre invité à la dernière page de son livre sur cette fabuleuse histoire. Les gens et les souvenirs passent, par-delà les fêtes et les drames, le rite de celui perdure. Europe 1, historiquement vôtre. Claude Roulet, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Et donc je vous pose la question, de qui entendez-vous les murmures lorsque vous rendez au Ritz? Quel est l'homme ou la femme parmi ses clients qui vous a laissé le souvenir le plus marquant pendant les 25 années que vous y avez passées? Les murmures et les bruits que l'on pourrait imaginer entendre, eh bien, ce sont simplement les douces paroles susurrées par Proust ou les éclats de voix tonitruants d'Hemingway qui ont meublé cet endroit pendant tant d'années. Hmm. Quant à la personne qui m'a le plus marqué, c'est la Begum Aga Khan, Hmm. qui, Yvette Labrousse. voilà, qui était une femme qui a endossé son rôle parfaitement. Et je me souviens d'elle passant dans le couloir, très grande femme. Oui. Elle faisait plus Immense. On peut elle- rappeler qu'elle a été Miss France 1930. oui, elle faisait plus d'un mètre 80. Oui. Et les gens instinctivement se taisaient à son passage et elle regardait de gauche et de droite, faisant un petit signe de la main, très royal. Et puis elle passait, elle allait jusqu'au restaurant avec calme, une démarche très lente, très calme, très souveraine. Elle avait des diamants gros comme le Ritz, comme on dit. Oui, 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 oui. Et sa dame de compagnie était également couverte de bijoux. Il y a eu un défilé de personnalités, y compris des souverains en tout genre, pendant vos années au Ritz, lesquels vous ont laissé un souvenir impérissable. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'au premier étage, dans les grandes suites du premier étage, le sultan de Brunei venait Il venait régulièrement, oui. régulièrement et occupait les grandes suites. Exactement. Et il y a aussi eu le roi Hassan II du Maroc, Oui. et qui donc prenait la grande suite sur la place Vendôme. Et tout l'arrière de l'étage était réservé pour son personnel. Hmm. Ses ministres, ses secrétaires, tout le monde. Il avait une pièce entière, à peu près grande comme ce studio, qui était entourée de costumes. Et c'était Monsieur Smalto lui-même qui gérait les costumes que mettait le roi. Claude Roulet, vous faites dans votre livre Tout sur le Ritz, le portrait de César Ritz, qui, je le disais dans mon récit, a un tempérament très particulier. Vous n'êtes pas tendre avec lui parce que vous le qualifiez d'arriviste, de snob, de mégalomane, de maniaque à l'obsession. Mais est-ce que ce ne sont pas précisément ces lubies qui l'ont porté si haut? Parce que les grands palaces sont les temples de la maniaquerie finalement. Effectivement, s'il n'avait pas été ce qu'il était, il ne serait jamais arrivé à créer son propre palace, qui a été quand même l'ouverture, l'autoroute vers l'hôtellerie moderne. Hmm. Vous écrivez que le tandem Auguste Escoffier, donc le chef, et César Ritz, eh bien, ce tandem a modernisé la philosophie de l'hôtellerie et de la restauration. Qu'est-ce qu'ils ont changé au code des hôtels de l'époque et de la restauration? Les hôtels de l'époque, c'était une sorte de caravansérail. C'est-à-dire qu'ils avaient d'énormes halls à l'entrée où tout le monde se retrouvait. Il y avait un va-et-vient continuel. Les gens marchaient, parlaient, criaient, les enfants, etc. Et Ritz n'a pas voulu de ça. C'est pour ça qu'il n'a pas de grand salon à l'entrée du Ritz. Il n'y a qu'un couloir. Parce que il voulait la tranquillité d'un hôtel particulier. Et Escoffier a complètement rénové cette cuisine Hmm. du 19e C'est siècle. lui qui a inventé la brigade, on peut le rappeler. Hein, Oui. les brigades de cuisine, c'est Escoffier. Et également les fourneaux Les au centre de la cuisine Oui. et non pas le long des murs, Mm. de manière à ce que tout le monde travaille face à face. Et à alléger cette cuisine ultra lourde Mm. du 19e siècle, quand on avait à peu près 16 plats qui se succédaient pendant un repas, Escoffier les a réduits à 8. Et puis il a allégé la cuisine, c'est-à-dire Il a beaucoup allégé. parce que c'est vrai que jusqu'à présent la bourgeoisie n'avait rien d'autre à faire que de rester à table. Et là, il s'est dit les gens travaillent aussi l'après-midi. Oui, et puis dans la moindre des recettes entrait un demi-kilo de beurre et une douzaine d'œufs. Et donc là, tout ça a été tout à fait édulcoré. Édulcoré. César a aussi été visionnaire en matière d'autopromotion. Il a tout misé sur les VIP et les journalistes. Ça aussi, c'est précurseur finalement. Ah oui, oui, il veillait, depuis l'ouverture de l'hôtel, il veillait à avoir la liste des hôtes prestigieux de la maison et il écrivait lui-même des articles qu'il envoyait aux journaux en disant, voilà, Madame Untel a donné une réception hier avec tant et tant de personnes, voilà le menu, elle s'en est
déclaré ravi, etc. Le prince d'un tel a pris de suite, etc. Mais ça, c'est une faute professionnelle. Aujourd'hui, ça passerait très mal. Ah Au oui, mais contraire, à l'époque, ça se faisait. mais à l'époque, il fallait qu'on sache où étaient les gens prestigieux du monde. L'une des bonnes intuitions de César Ritz concerne une catégorie de clientèle que les grands hôtels avaient jusque-là négligée, qui va devenir pour lui une cible stratégique, les femmes. Pourquoi est-ce qu'il déploie tant d'énergie à satisfaire la clientèle féminine et en cela il s'appuie sur son épouse? Je pense qu'il a eu je sais pas, une idée précurseur du rôle qu'allaient jouer les femmes. Et il s'est très bien rendu compte que quand il voyage en couple, c'est essentiellement la femme qui dirige le mari. Donc, si elle se trouve bien dans cet établissement, ils y reviendront. Et donc il aménage tout pour que la femme soit heureuse. Pour que la femme soit heureuse et soit mise en valeur. Mm. Son escalier central était pour que les femmes élégantes descendent l'escalier et que les gens qui étaient dans le couloir les voient descendre. Mm. Avec des tenues prestigieuses. Et j'ai vu, si vous me permettez, Oui, juste une petite digression, j'ai vu, il y avait la princesse von Thurn-und-Taxis, le prince et la princesse étaient invités pour l'inauguration de la chambre du roi à Versailles, et ils étaient venus avec leurs coffrets à bijoux, et je me suis trouvé au bas de cet escalier quand j'ai vu la princesse von Thurn-und-Taxis descendre. Elle avait une robe noire, elle avait une rivière de diamants au cou, et dans les plis de sa robe noire, il y avait des rivières de diamants qui descendaient les unes à côté des autres. Elle était suivie immédiatement après par son garde du corps. Évidemment. Et le constat vaut aussi en cuisine, puisque vous racontez que le chef Auguste Escoffier a donné des noms de femmes à tous ses plats. Oui. Oui, comme vous l'avez cité, la pêche Melba. C'était pour Nelly Melba, qui était une célèbre Voilà, cantatrice australienne, je crois. voilà la poire Belle Hélène. C'était pour le mariage de la fille du directeur, qui s'appelait Hélène L.S. Oui. Et donc, il a fait la poire Belle Hélène, les cuisses de nymphe Aurore pour échapper aux critiques du prince de Galles, etc. Donc, effectivement, il a trouvé que les noms de femmes étaient plus parlants pour les gens. Vous parliez tout à l'heure d'un des clients les plus fameux du Ritz, c'est Marcel Proust. Et quelle vie il menait au Ritz? Il était client, parfois on a le sentiment qu'il était résident d'ailleurs. Oui, il a été résident quelque temps, de manière plutôt occasionnelle. Et puis, il avait son propre appartement dans lequel il allait. Et puis, avec l'aide d'Olivier, il courtisait plus ou moins quelques jolis serveurs. J'ai découvert dans votre livre que le personnel se moquait de lui. Oui, oui, ça c'est un des plus anciens employés de la maison que j'ai pu interroger, et qui disait que quand Proust résidait à l'hôtel, il sortait de sa chambre après avoir pris une commande ou apporté une commande en disant « Et Proust ma chère ». Et c'est devenu « Et Proust ma chère ». Ah oui, c'est drôle. Y aurait-il eu 7 tomes de la recherche si Marcel Proust n'avait pas espionné pendant des heures les clients du Ritz? Oui, il devait avoir une patience d'ange pour tout regarder, tout noter jusqu'au moindre détail du comportement de ces clients-là, pour pouvoir les redécrire après dans son œuvre. Et les transfigurer en prenant 3 personnages pour un, par exemple. Oui, et puis naturellement en changeant tous les noms. Claude Roulet, on parlait de Proust à l'instant. L'autre célèbre cliente, c'est Coco Chanel, bien sûr, et sa fameuse suite 653. Vous dites que vous avez connu 4 résidents permanents qui, comme Coco Chanel, logeaient à demeure au Ritz. Il y en a eu d'autres. Est-ce qu'il en existe encore aujourd'hui? Et c'est quoi le profil de ces locataires à temps plein? Alors, de nos jours, je ne pense pas qu'il y en ait encore. J'ai connu 2 personnes qui étaient des personnes riches par elles-mêmes, dont une américaine qui était venue, qui avait le bonheur d'épouser à 16 ans un homme de 65 ans, qui l'a laissée veuve très, très rapidement. Elle était venue pendant la guerre en tant que conductrice d'ambulance. Et après la guerre, elle est venue prendre une chambre et elle y est restée. Et je l'ai vue partir, je pense que c'était à la fin des années 90. Elle était sourde comme un pot et elle avait une santé relativement chancelante, je crois qu'elle approchait de la centaine d'années. Et elle est allée à l'hôpital américain où elle est décédée. Il y avait un autre personnage américain très, très lié au Ritz, c'est Pamela Harriman quand même. Oui, Madame Harriman. Et Madame Harriman, qui était venue après son divorce avec Randolph Churchill, qui s'était retrouvée avec ses amis au Ritz, qui avaient tenté de lui remonter un peu le moral.
Et puis ensuite, elle a épousé Harriman et elle est revenue au Ritz en tant qu'ambassadrice des États-Unis. Hmm. Et Elle est morte dans la piscine du non, elle Ritz. n'est pas morte dans la piscine. Ça, c'est C'est une une erreur. légende. Ah oui. Non, elle a eu un accident cérébral dans la piscine. Elle était emportée à la pétale américaine de Neuilly, où elle est morte 2 jours après. Oui, on y meurt beaucoup dans cette hôpital. Mais vous le racontez, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, presque tout le personnel du Ritz est appelé sous les drapeaux dans divers pays, mais pas le directeur Hans Franz Elminger, qui est suisse, et donc, évidemment, il est neutre. En 1940, quand les Allemands envahissent Paris, c'est lui, Elminger, qui va en quelque sorte sauver le Ritz, d'abord parce qu'il parle allemand, et puis qu'il ne ferme pas l'hôtel. Non. Et ça a été un grand dilemme parce que tous les hôtels parisiens, les hôtels de luxe ont fermé. Et lui était affolé. Il était le neveu du président du conseil d'administration, qui était le baron von Pfiffer en Suisse, et qui lui a dit « essaye de tenir ». Et à un moment donné, il lui dit « va voir le ministre Georges Mandel qui habite chez nous au premier étage et demande-lui conseil ». Et donc Elminger est monté voir Georges Mandel, qui lui a dit « écoutez, à mon avis, restez ouvert le plus longtemps possible ». Et c'est pour ça que le 14 juin 40, l'hôtel était encore ouvert quand les Allemands sont arrivés. Pourquoi les autres hôtels qui avaient fermé ont été... Quel est leur sort? Ils ont été occupés Ils ont été occupés et pillés, en complètement fait. déménagés. Oui. Parce que L'hôtel Meurice est devenu le siège de la Gestapo, enfin Non, de la Luftwaffe. La Luftwaffe, c'était au Ritz avec Göring. Oui. Et c'était le commandement de Paris. Qui était au Meurice. Qui était au Meurice. Et c'est facile. Un hôtel, on enlève tout ce qui est fait, une chambre à coucher, on en fait un bureau. Et donc, on a une succession de bureaux sur un étage. Et donc, les nazis ont posé toute leur bureaucratie dans les hôtels de luxe. Et il y a des scènes surréalistes dans le hall du Ritz pendant l'occupation, comme Göring qui cherche à acheter des émeraudes à des clients, c'est ça? Oui, il y avait une cliente américaine qui avait de superbes émeraudes. Et Göring a tout fait de l'enjôlement à la menace pour acheter ces émeraudes qu'elle n'a jamais vendues. Le directeur Elminger et son épouse ont aussi caché des juifs, des amis, dans les chambres du Ritz. Il y a dans cet hôtel ce que vous appelez une chaîne de solidarité invisible et muette. Oui, parce que effectivement, le personnel ne pouvait pas se montrer ouvertement anti-occupant, mais en même temps avait un peu une sorte de malin plaisir de contourner. Et il y avait des chambres, notamment, j'en ai vu une, mais elle n'existe plus maintenant, où il y avait sur le mur du couloir, on voyait juste la découpe d'une porte, mais enfin sans savoir si c'était un placard. Et il y avait un petit escalier qui montait, et il y avait 3 chambres de bonne en dessus. Et c'est là qu'ils ont caché des juifs qui se sont échappés. Et le chef de cuisine également trichait dans ses commandes. Il y avait des erreurs, et ces erreurs donnaient des indications sur le nombre d'Allemands qu'il y avait dans l'hôtel. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que le fils de César, Charles Ritz, prend le relais de sa mère au conseil d'administration de l'hôtel. Et à ce moment-là, c'est un tournant dans l'histoire de Ritz parce que la clientèle change. Charles comprend que la cible, c'est désormais les hommes d'affaires. Oui, il a vécu très longtemps aux États-Unis, et donc il connaissait un petit peu le style de vie des Américains, et il s'est dit que c'était la clientèle du futur, et que donc il fallait faire ce que eux demandaient, et non plus ce que les anciennes familles bourgeoises et aristocratiques demandaient au début du siècle. Qui a créé la légende de César Ritz? C'est son épouse? Oui, parce que donc quand César Ritz est mort en 1918, le conseil d'administration a très souvent remis en cause sa participation au conseil d'administration. Donc il fallait absolument qu'elle se mette en avant, et elle s'est mise en avant dans un livre je doute qu'elle ait écrit elle-même, qu'elle a dû faire écrire en 1938, où elle construit cette légende rose de César Ritz, un petit peu ce soap opera qu'on trouverait aux États-Unis, et où elle est effectivement devenue la femme de quelqu'un de prestigieux, et donc inamovible. La famille Ritz a possédé le Ritz jusqu'à quelle époque? Alors, elle ne possédait pas le Ritz. Elle était au conseil d'administration. Elle était au conseil d'administration parce qu'il possédait un certain nombre d'actions qui leur donnaient des voix au conseil d'administration. Mais le conseil d'administration, quand il était racheté par M. Al-Fayed en 1979, avait, je crois, 150 personnes qui étaient actionnaires. Mohamed Al-Fayed, l'homme d'affaires et milliardaire égyptien, à qui vous dédiez votre livre. Vous lui êtes reconnaissant d'avoir rénové sans trahir ce grand hôtel et d'avoir toujours refusé, par exemple, les cartes magnétiques à la place des
des clés en métal. Oui, oui, oui. Il a voulu absolument qu'il y ait une clé et les techniciens se sont creusés la tête pour savoir comment faire. Et finalement, ils ont trouvé des clés artificielles, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas, mais une forme de clé que l'on introduit dans la serrure et qui ouvre la porte. Merci Claude Roulet de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Ritz, le palace parisien de César Ritz, et de nous avoir fait la visite de ce lieu toujours si prestigieux. Je rappelle, pour en savoir plus encore, votre livre « Tout sur le Ritz » paru aux éditions de la Table Ronde. Merci Stéphane Merci à Bern. vous. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.